Bonjour à tous, je vais vous montrer à travers cette présentation un peu humoristique quelques points de contrôle que vous pourrez utiliser pour vérifier la véracité d'une étude clinique. En deux mots, est-ce qu'on vous prend pour un imbécile ou pas? L'objectif ici, c'est de vous fournir quelques points de contrôle pour identifier des arnaques dans des études cliniques publiées. Alors ces points ne sont pas exhaustifs, mais ce sont les plus fréquemment utilisés. Et il fallait vous faire ça de façon non soporifique. Alors c'est un peu délicat comme demande et désemparé face à cette injonction contradictoire, je me suis tourné vers mon plus fidèle compagnon, c'est-à-dire mon pénis. Et donc vous avez ici tout un tas de synonymes qui seront utilisés au cours de cette présentation pour désigner cet objet d'intérêt. Donc finalement, au lieu de vous faire un exposé soporifique, ici, on parlera de l'évaluation thérapeutique du phallus elongator 22CH, un médicament qui restera dans les annales. Oups, j'ai oublié un N. Voici tout d'abord une introduction à la phallométrie. Alors vous verrez dans cette présentation, chaque fois qu'il y a le petit nuage en haut à droite, c'est pour vous indiquer que là c'est un peu pour vous distraire et donc ce qui est dit n'est pas tout à fait exact. En revanche, quand le nuage disparaît, vous pouvez vous sentir en totale confiance. La phallométrie est une sous-discipline de la biométrie. C'est sans doute une des sous-disciplines les plus anciennes et une des plus pratiquées, et ce, dans les cours d'école notamment. Il y a tout d'abord la phallométrie objective, et dans la phallométrie objective, il y a la phallométrie objective instrumentale qui s'appuie sur des instruments de mesure de taille adaptée à l'objet à mesurer, donc un double décimètre, un pied à coulisse, un décamètre par exemple. Il y a également la phallométrie objective automatisée qui a été expérimentée au début du siècle avec des machines plus ou moins farfelues. Et parfois, il y a eu des petites complications et finalement, ces méthodes ont été abandonnées. Et il y a bien sûr la phallométrie subjective qui est très souvent confondue avec des retours d'expérience de pêche, mais en réalité, on ne parle pas de poissons sur une image comme celle-ci. La phallométrie est très présente dans la littérature scientifique. Et cette fois-ci, c'est du sérieux. Vous avez un vrai article ici de 1996 qui s'intéresse à la longueur du pénis et on vous explique tout d'abord les difficultés métrologiques, puisque la longueur du pénis mesurée sur son bord antérieur est influencée par l'épaisseur de la graisse qui se trouve juste en amont en avant, pardon, de la symphyse pubienne. Et dans cet article, différentes corrélations ont été faites et on voit que ce qui prédit le mieux la taille du pénis en érection, c'est sa capacité à être étiré, vous avez bien entendu, à être étiré lorsqu'il est à l'état flaccide. Donc l'article est vraiment très intéressant et on en apprend beaucoup sur la phallométrie. La phallométrie rencontre néanmoins des écueils. Il y a tout d'abord une forte subjectivité de la mesure, subjectivité dont on tire parti dans les cours de récréation. Il y a une variabilité interopérateur qui est importante. Certains opérateurs obtiennent des mesures plus élevées que d'autres pour diverses raisons. Il y a des variations liées aux conditions, la température, le stress, etc. Il y a des variations au fil de la journée. Et donc on peut s'amuser, par exemple, à réaliser une phallométrie des 24 heures. Et ici, vous voyez une phallométrie un peu standard qui est celle de Marcel Etienne avec des phases d'activation, ici des phases d'érection en fait, pendant le sommeil paradoxal, pendant la nuit, puis à nouveau en postprandial en début d'après-midi, puis lorsque l'objet est utilisé en fin de soirée. Vous avez un autre exemple ici de Jean-Kévin qui a beaucoup plus de difficultés à contenir son volume sanguin intrapénien, donc avec de fortes variations au fil de la journée. Et puis vous avez ici par exemple Rocco qui est un vidéaste qui réalise des tutoriels vidéo très instructifs que l'on peut trouver sur Internet. Et donc comme lui c'est son métier, c'est 9h midi, 14h, 17h. L'amplification phallique est également un sujet d'intérêt. Si vous tapez Enlarge your penis sur google.fr, vous aurez de l'ordre de 7,5 millions de résultats. Donc c'est vraiment une préoccupation de la population, en tout cas d'une moitié de la population. Et ici, on va s'intéresser à un médicament qui est le phallus elongator 22CH. Alors, c'est un médicament tout à fait fantaisiste, évidemment. Vous avez compris qu'il servait à augmenter la taille du pénis et qu'il s'agissait d'un médicament homéopathique. C'est un moyen d'augmenter la taille du pénis, mais surtout, c'est un moyen d'augmenter mon propre capital. Et j'aurais besoin de lever des fonds, donc de convaincre des investisseurs qui généralement ne connaissent rien au sujet,
Et ensuite, j'aurai besoin d'augmenter mes ventes, c'est-à-dire convaincre des clients qui eux-mêmes ne connaissent rien au sujet. Et bien pour ce faire, j'ai besoin d'une évaluation clinique qui me permettra de convaincre tous ces gens. Et c'est vrai que ce serait peut-être pas mal que cette évaluation soit honnête, mais j'ai surtout besoin ici qu'elle soit convaincante. Et donc, pour ce faire, je vais vous montrer 5 procédés que je vais utiliser pour duper le lecteur. Et inversement, si vous ne voulez pas vous faire duper, vous pourrez les utiliser comme des points de contrôle pour une étude clinique. Alors, le premier procédé, c'est de réaliser une étude à un seul bras, c'est-à-dire sans bras contrôle. Donc, il n'y aura que des gens qui bénéficient de mon médicament. Et en termes statistiques, je vais faire un test de comparaison entre une valeur observée et une valeur attendue. Donc c'est tout d'abord la méthodologie ici, ailleurs. On va regarder le paramètre dans mon échantillon après prise du médicament et je vais le comparer à ce même paramètre dans une autre population. Et donc on peut par exemple ici s'intéresser à la taille moyenne du pénis. Alors l'illustration, je voudrais montrer que mon médicament est efficace. Je prends 50 patients qui prennent le pénis élongateur 22CH en juin, dans une chambre avec une ambiance particulière, etc. Et comme groupe de référence, je prendrai ici ailleurs, donc, une étude déjà publiée ailleurs au mois de février, par exemple, une mesure faite lors du recrutement pour le service militaire. Alors vous comprenez immédiatement que si j'observe une différence entre les deux, ce sera peut-être tout simplement parce que les conditions de mesure ne sont pas du tout les mêmes et la population n'est pas la même. Alors, il y a une autre façon d'utiliser le même test, qui sont des tests statistiques observés attendus, mais cette fois-ci avec une méthodologie avant-après dans un seul groupe. Donc, c'est un peu moins mauvais que ce qui précède, et donc je vais pas en fait calculer la moyenne avant et calculer la moyenne après et comparer les deux moyennes. Plus exactement, chez chaque individu, je prends une mesure avant, une mesure après, et je calcule sa variation individuelle. Je ne retiens que ces variations. Donc plus 2 si l'individu augmente de 2 cm, moins 1 s'il diminue d'1 cm, etc. Et ensuite, ce que je fais, c'est que quand j'ai tous ces nombres-là, je calcule la moyenne de ces nombres. Donc c'est ce qu'on appelle à tort la comparaison de deux moyennes appariées. En réalité, on compare la moyenne de la variation à une valeur attendue qui est la valeur 0. Donc dans mon exemple ici, je prendrai 50 personnes, 50 volontaires sains, à l'inclusion. Donc on les prend, c'est le matin, c'est à froid, à 8 heures du matin, on leur fait remplir un questionnaire administratif, pas très sexy, etc. Ensuite, on leur fait prendre le médicament, et puis ces mêmes-là, on les reprend après le déjeuner. Donc dans la même journée, mais vers 14 heures, et entre-temps, ils auront passé 4 heures dans un salon avec ambiance, avec des tutoriels vidéo, avec tout ce qu'il faut. Et vous voyez que évidemment, ils auront une mesure supérieure à ce qu'ils avaient le matin, que le médicament soit ou non efficace. Et c'est ce qu'on appelle, sans blaguer, l'effet cocooning. C'est-à-dire que lorsqu'on prend soin des gens, beaucoup de paramètres s'améliorent, notamment tout ce qui est psychologique, enfin, tout ce qui est avec une participation pardon, psychologique, comme par exemple l'anxiété, les troubles du sommeil, euh, des formes mineures de dépression ou des troubles digestifs, etc., douleurs abdominales. Même la douleur d'ailleurs, imaginez-vous que les douleurs les plus violentes causées par des vraies maladies très graves, comme des métastases osseuses, eh bien même celles-là sont sensibles à l'effet cocooning. Voilà, donc en résumé, quand vous avez des tests statistiques observés attendus, c'est-à-dire une méthodologie ici ailleurs ou une méthodologie avant-après, ça vaut pas grand-chose et c'est sûrement qu'on est en train d'essayer de vous prendre pour un imbécile. Une deuxième façon de faire également, c'est d'utiliser des tests statistiques unilatéraux pour comparer, par exemple, la variation de longueur du pénis dans un groupe à la variation dans un autre groupe. Alors, le procédé, c'est que dans ces tests, en fait, on va définir un paramètre, comme par exemple ici la différence des moyennes. Sous l'hypothèse nulle, ce paramètre va fluctuer autour de 0, mais il peut s'écarter de 0, bien sûr. Et habituellement, en fait, on prend une zone de rejet bilatérale. C'est-à-dire que s'il est trop élevé ou trop faible, mais dans tous les cas trop éloigné de 0, on considère qu'on rejette l'hypothèse nulle. Et on définit cette zone de rejet pour que la surface totale, ici en bleu foncé, fasse 5%, autrement dit, on met 2,5% de chaque côté. Alors si je décide de définir une zone de rejet d'un seul côté cette fois-ci,
eh bien je mets tous mes 5% d'un seul côté. Et comme vous le voyez, évidemment, le seuil n'est plus le même, puisque le seuil ici est en rouge au lieu d'être en vert, il est plus proche de 0. Alors, d'un point de vue purement théorique, c'est finalement assez justifié. On s'intéresse à un médicament s'il augmente la taille du pénis, c'est pas s'il la diminue, on est bien d'accord. Mais en fait, l'effet que ça a, puisqu'on sait très bien déjà dans quel sens ça va varier, c'est que ça revient à prendre un seuil de décision qui est plus proche de 0, et c'est ça qui est malhonnête. Ça revient en quelque sorte à doubler le risque de première espèce, parce que finalement, on sait déjà de quel côté ce sera. Mais on ne l'avoue pas. Alors un exemple ici, si je voulais mesurer la taille moyenne dans un groupe sous traitement, je trouve 15,2 cm et dans le groupe sous placebo, je trouve 14,5 cm. Si je faisais mon test bilatéral à 5%, je trouverais par exemple une p-valeur à 7%, non significative, et exactement les mêmes nombres, mais avec un test cette fois-ci unilatéral au risque de première espèce de 5%, je trouverais une première valeur, une p-valeur pardon, de 3,5%, et là ça deviendrait significatif. Vous voyez que ce simple artifice permet de basculer, quand on est un peu proche du seuil de décision, permet de basculer ici. Un troisième procédé, c'est de répéter des tests statistiques sans réaliser de correction. Alors, pour ce faire, on définit non pas un, mais plusieurs critères de jugement principaux. Et dès qu'il y a au moins un de ces critères qui est rempli, on crie victoire et on dit c'est génial, le médicament est efficace. Alors remarquez que il ne faut pas que plusieurs tests soient significatifs. Il suffit que au moins un de ces tests, et c'est le au moins un qui se traduit par un opérateur ou, c'est ça qui entraîne l'inflation du risque de première espèce. Alors ici, on a représenté un graphique avec en X le nombre de tests statistiques qu'on peut réaliser et en Y le risque de première espèce cumulé si on a un test composite et qu'on dit que l'ensemble est significatif si au moins un des tests est significatif. Eh bien, ce nouveau risque de première espèce, ça n'est plus alpha, mais 1 moins alpha, le tout à la puissance k, k étant le nombre de tests. Et donc, par exemple, si j'ai un risque de première espèce de 5% pour chaque test, que je réalise un seul test, j'ai bien ici un risque alpha global qui reste de 5%. Mais si je réalise 2 tests, ce risque alpha monte à 10%, 5 tests, il monte à 23%, 10 tests, il monte à 40%, et vous voyez qu'avec 100 tests, évidemment, on est très proche de 100% de chance d'avoir au moins un test significatif, même si il n'y a rien à voir, c'est-à-dire même si l'hypothèse nulle, au fond, est vraie. Alors un exemple ici, on pourrait comparer le pénis élongateur 22CH au placebo sur 4 critères à la fois, et non plus un seul critère. La longueur moyenne en centimètres, la circonférence moyenne en centimètres, la durée totale passée à une taille supérieure à 80% de la taille maximale, une échelle visuelle analogique de satisfaction, et admettons que mon médicament échoue sur les 3 premiers critères, mais qu'il réussit sur le 4e, je vais dire, ah c'est génial, je crie victoire, le médicament fonctionne. Eh bien non, bien sûr. Il ne faut pas faire ça. Alors, il y a 2 solutions honnêtes, hein. La première, ce serait de ne définir qu'un seul critère principal, et c'est ce qui est fait la plupart du temps dans les études cliniques, hein, et passer tous les autres critères en secondaire, c'est-à-dire que ces critères secondaires permettent d'affiner l'avis qu'on se fait, mais ils ne permettent pas d'emporter la décision de est-ce que c'est efficace ou non. Et évidemment, ce qui est très important dans ce cas-là, c'est que le critère principal doit être fixé avant de débuter la recherche, un peu comme on fait pour un testament, où on dépose son testament chez le notaire avant de mourir. Et bien là, c'est pareil, on écrit le protocole avant d'obtenir le financement. Et si jamais on voulait changer, il faudrait faire un amendement au protocole, en fait, on ne le pourrait pas. La deuxième solution, qui n'est pas tant réalisée que ça, finalement, c'est d'appliquer une correction, c'est de dire si par exemple je fais 4 tests et que je veux obtenir un risque alpha global de 5%, eh bien chaque test sera réalisé au risque de 1,25% et non plus 5%. Et ça, c'est par exemple la correction de Bonferroni. Alors les corrections, c'est pas celle-là, hein, c'est plutôt celle de Bonferroni ici. Il y en a d'autres, hein, mais en ordre de grandeur, c'est à peu près la même chose. Quatrième façon de tricher, je pourrais inclure des patients différents de la population cible. Parce qu'en fait, les tests statistiques vous permettent, lorsque vous observez quelque chose sur un seul échantillon,
de généraliser, d'extrapoler votre conclusion à l'ensemble de la population dont l'échantillon se veut issu. Et en fait, ça ne marche que sous l'hypothèse que l'échantillon est issu aléatoirement de la population d'intérêt. Alors cette hypothèse n'est jamais totalement vraie, certes, mais on voit bien qu'il y a des fois où elle est acceptable, même s'il n'est pas tout à fait vrai, et d'autres fois où elle est totalement inacceptable. Et l'intérêt, si je cherche à être malhonnête, c'est que ce procédé est parfois plus discret que de traficoter les tests statistiques eux-mêmes. Et d'ailleurs, souvent dans les articles où on triche, l'erreur n'est pas dans la conduite mathématique des tests, mais plutôt dans la méthodologie comme ceci. Et donc là, par exemple, je pourrais évaluer le pénis élongateur 22CH sur un échantillon d'hommes qui ne se plaignent d'aucun trouble, qui sont alpagués sur un trottoir face à mon institut, mais qui sont positifs à un test de dépistage, alors que cliniquement, eux ne se plaignent de rien. Et une fois que j'ai montré que mon médicament est efficace, je pourrais très bien ensuite décider de vendre ce médicament à des patients qui, eux, ont un trouble objectivé et vont consulter un neurologue. Et vous voyez bien que, admettons que le médicament soit efficace chez des gens asymptomatiques, rien ne garantit qu'il le soit chez des gens qui sont vraiment malades, évidemment. Et un cinquième et dernier procédé, c'est l'inversion de la séquence de publication. Normalement, lorsqu'on obtient un résultat scientifique, on doit tout d'abord le publier dans un journal scientifique. Ce processus de publication, d'ailleurs, est très sévère, hein, et entraîne de nombreuses modifications de l'étude et parfois, bien sûr, un rejet. Donc, quand on arrive à publier, en fait, on modifie énormément, entre-temps, la façon de présenter ces résultats. Une fois seulement que c'est publié dans ce journal scientifique, on diffuse l'article sur le web. Ensuite seulement on peut communiquer auprès de la presse, et enfin seulement écrire un livre, tourner un film, etc. Eh bien, vous verrez à chaque fois qu'il y a une intention malhonnête, cet ordre ici est inversé. Vous avez des gens qui diffusent l'article sur Internet avant de publier dans ce journal scientifique. Vous avez des gens qui écrivent un livre avant même de publier leur article, etc. Donc toute inversion de ce processus est franchement suspecte. Voilà, alors pour conclure, la moralité de tout cela, c'est qu'on a vu ensemble 5 procédés malhonnêtes, hein, pour truquer les résultats d'une étude clinique, et donc 5 points de contrôle que vous pourrez appliquer. Et lorsque vous ne savez pas si on est en train de vous prendre pour une andouille ou pas, un conseil simple qu'on peut vous donner, c'est demandez-vous vous-même comment vous auriez fait pour truquer les résultats de l'évaluation d'un médicament homéopathique ou de tout autre produit issu du charlatanisme. Comment est-ce que vous auriez fait pour mieux vendre votre produit? Un autre conseil que je peux donner sans doute à une moitié seulement de la population face à ce genre d'études, essayez d'imaginer que la métrique qui est rapportée soit non pas le taux de globules rouges ou je ne sais quoi, mais plutôt la taille de votre pénis ou celui des autres, et vous comprendrez tout à fait comment on peut arranger les choses. Voilà, je vous remercie de votre attention.